L'élection présidentielle de 2025 va donc se jouer avec, bien sûr, un gros plan vers ce qui va ressembler à une véritable finale. La finale, ce sera là-bas, dans le Grand Nord, où ça bouillonne, où Issa Chiroma, bien évidemment, avait déjà entendu sa base, qui n'en voulait plus. Les populations du Grand Nord, à force de promesses fallacieuses du régime, ont fini par tourner le dos. Issa Chiroma, bien évidemment, ne pouvait pas continuer à être seul dans ce bateau, coupé de sa base. Après avoir remis sa démission, Issa Chiroma a pris la direction de chez lui. Là maintenant, le grand match va commencer. Mais l'histoire ne s'efface pas avec un chiffon. Même si Issa Chiroma revient aujourd'hui dans l'opposition, il faudrait aussi qu'on se pose des questions. On ne va pas tout simplement fermer les yeux. Il faut revoir l'histoire. Il faut revoir les agissements de Issa Chiroma et voir aussi comment, cette fois-ci, il pourra être utile s'il ne tourne pas la veste. Pourra-t-il tourner la veste? De toutes les façons, je ne suis pas un prophète. Issa Chiroma, tel qu'on l'a connu, Issa Chiroma, tel qu'on l'a connu, on va donc essayer de l'entendre. Départ pour le village, mais avant ça, voici la trajectoire un peu sinueuse, difficultueuse, laborieuse, studieuse de Issa Chiroma. Retour au village. En 1984, Issa Chiroma vous raconte son histoire maintenant. Que le Cameroun a vécu avec des sueurs froides. Où est-ce que vous vous trouvez lorsque ces événements concernant une tentative de coup d'État surviennent au Cameroun? C'est un événement douloureux dont chaque fois qu'on en parle, c'est comme si on remuait le couteau dans la plaie. On fait tout pour l'oublier, mais chaque fois que vous l'évoquez, vous nous amenez donc à parcourir ce passé, à relire ces pages douloureuses et tristes de notre histoire. Lorsqu'il y a eu la tentative de coup d'État, j'étais donc au chemin de fer. J'étais à la direction générale du chemin de fer. Et la tentative de coup d'État a eu lieu le 6 avril. Il s'est trouvé malheureusement pour moi que quelques-uns des acteurs qui avaient pris les armes contre les institutions étaient mes amis d'enfance. Du coup, il y a donc eu une présomption, peut-être de complicité ou de connivence, entre ceux-là qui ont pris les armes contre les institutions et moi-même, dès lors qu'il existait donc les liens entre eux et moi. Écoutez, c'était des amis d'enfance, nous avons passé le certificat d'études ensemble, nous étions tous de Gawa, bref,
toutes les conditions étaient donc réunies pour que pèse sur moi donc, un soupçon de connivence, de complicité ou au moins de connaissance de la chose. Vous avez gardé certains des noms de ces personnes? Non, pas seulement parce qu'il m'a posé une question précise, je voudrais dire enfin qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on m'arrête. Alors, il s'est trouvé malheureusement à cette époque-là, nous étions suspects. Nous étions tous suspects. Toutes les élites du Septentrion qui étaient directeurs généraux, directeurs et ainsi de suite, qui occupaient des postes, ou alors dont la capacité intellectuelle prédisposée à avoir telle ou telle position ou telle vision, nous étions donc tous arrêtés. Et j'ai dit de cela, j'ai donc été arrêté et puis envoyé donc à Yaoundé, ici je suis venu à Yaoundé, à la Séville, et puis de la Séville, donc j'ai été envoyé à Kondengui, où je suis resté, quelque temps, je suis resté à Kondengui pendant, disons, 6-7 mois. Et puis, quels sont les motifs de l'arrestation lorsqu'on vous arrête? Quels sont les motifs qui sont formulés contre vous? Bon, écoutez, en vérité, c'était un stéréotype. Il savait très bien qu'ingénieur au chemin de fer, à la direction générale du chemin de fer, de quelque manière que ce soit, je n'aurais pu initier cette tentative de coup d'État. Alors, ce qui m'était reproché, si vous voulez, les réquisitoires, comment la charge de péché contre moi, c'était donc tentative coup d'État, destruction des biens, assassinat, bref, la liste était longue. En vérité, je n'avais rien de tout ça. Mais la question, monsieur le ministre, je reviens là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est bisous de nouveau, mais vous avez dit qu'il y a certains de vos amis d'enfance, des camarades de classe, qui étaient donc impliqués dans ces coups d'État. Peut-être qu'il faut donner quelques noms et peut-être rappeler le sort qui a été le leur. Peu importe. Je vous dis, cette page-là, nous gagnerions tous à la tournée. Nous sommes en train de la tourner, je pense que nous sommes en train de la tourner et nous la tournons. Est-ce que le problème, c'est pas justement de donner des noms ou bien de dire ensuite le sort qui leur était réservé? Est-ce que c'est pas justement parce qu'on n'arrive pas à faire le deuil, ce deuil-là, qu'on a du mal à régler un certain nombre de questions? Non, vous vous trompez lourdement. D'abord, la règle connue de tout le monde, lorsque vous prenez des armes contre une institution d'État, en particulier une tentative de coup d'État, il y a deux possibilités. Vous gagnez, vous êtes au pouvoir. Vous perdez, vous payez le prix. Ça, c'est la règle, incontestablement. Ils ont pris les armes, ils ont perdu. Ma foi, ils ont été traduits devant la cour martiale. Tous ceux qui étaient reconnus en ont payé le prix. Donc, et puis, les autres, tous les autres, une bonne partie donc passé devant le tribunal militaire, c'était mon cas. J'ai été traduit devant le tribunal militaire, reconnu innocent, et libéré, et c'est libéré donc que je suis resté en prison pendant un gros 6 ans. Donc c'est pour ça que cette période-là, à force de l'évoquer, vous n'exorcisez pas le mal. Voyez-vous, vous avez tendance donc à réveiller quelque chose que nous gagnerions tous, à exorciser, à faire un catharsis et puis à exorciser. Est-ce que exorciser ne signifie pas justement creuser? On l'a fait déjà. On l'a fait déjà. La tentative de coup d'État a eu lieu en 84. Comment? Je dis la tentative a eu lieu en 84. On l'a fait comment? Parce que vous savez que récemment, lorsqu'on parcourt un certain nombre de tabouis, vous savez que l'Œil du Sahel, par exemple, qui est un journal spécialisé de Septentrion, très souvent à l'occasion de la commémoration de cet événement, revient là-dessus avec un certain nombre d'événements. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec cette approche? Non, pas du tout. C'est une mémoire collective, une mémoire nationale, une mémoire collective dont nous devons nous approprier, comprendre pour l'exorciser et prendre toutes les mesures pour qu'une telle chose ne se répète jamais. Le fait donc de rappeler ça, que l'Œil du Sahel le rappelle de temps en temps, c'est simplement pour se souvenir de ce qui s'est passé. Il y a des dizaines d'officiers qui ont été exécutés sur la place publique, d'autres sont morts par inanition. Et je ne vais pas revenir sur d'autres les circonstances dans lesquelles ces procès sont déroulés, en Fou, à Yaoundé, entre autres. Vous estimez qu'on a passé l'éponge, on n'en parle plus? Est-ce que vous étiez là pour dire tout ce que vous êtes en train de dire? Parce que vous estimez que c'est faux ce que je dis? Non, je ne dis pas. Mais je dis, lorsque vous dites quelque chose, il faut le dire avec réserve. Il s'est dit, on a dit. Mais lorsque une déclaration est aussi
catégorique et péremptoire. Ça veut simplement dire que vous détenez la vérité. Je conteste ce que vous avez dit, mais une fois de plus, ces événements ont été douloureux. Nous sommes en train de l'exorciser. On est en train de le soigner. Celui qui préside aux destinées de cette nation est parfaitement conscient de la situation et les mesures ont été prises, sont en train d'être prises et seront prises pour que ces stigmates-là, qui malheureusement survivent ça et là, disparaissent. Mr. Minister, how did your trial unfold? How did you lead When I was your arrested, trial? I was charged for having been part of this plot, this abortive attempt of coup d'etat. Okay? I was charged, I was court-martialed, brought to justice, brought to book. Then, as I was completely innocent, not knowing anything about the plot which was taking place, then I was acquitted. I was freed, I was liberated. Instead of letting me go according to the law, they decided to keep me in prison, and I spent almost 6 years. And the question is why? The question is why? Why were you particularly kept? Were you a danger to? I was not alone. Or were you still considered as a danger After to our liberation, after I listed 10 or 12 of us who were liberated and kept in prison, despite the fact that they were liberated. Why me? I don't know, I don't have an answer. But it doesn't matter. Today, I stand up and ready to give whatever is useful, necessary to help, to assist this nation move forward. Vous avez évoqué, Monsieur le ministre, tout à l'heure, que le président de la République est en train de prendre des mesures pour que ces stigmates disparaissent. L'une des mesures attendues concerne l'ancien président de la République, Amadou Ahidjo, dont la dépouille est toujours à Dakar, au Sénégal. Vous savez que son épouse, Germaine Ahidjo, a demandé au gouvernement camerounais de procéder à son transfert vers le Cameroun et l'organisation des obsèques dignes d'un chef d'État pour le président Amadou Ahidjo. Que pensez-vous de cette demande formulée depuis de nombreuses années par l'épouse du premier président de la République du Cameroun? Le chef de l'État est chef de toute la nation. Il est dépositaire de l'histoire de toute la nation. Il en est garant. C'est vrai que le président de la République, l'ancien président Ahidjo, aujourd'hui se trouve à Dakar, mais il y a d'autres nationalistes qui étaient bannis, qui se trouvent aussi à l'extérieur. La responsabilité du président de la République, c'est d'engager une opération globale de la réhabilitation de la mémoire, du rapatriement de tous les corps de ceux de nos septentrions qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à l'avènement de l'indépendance, à la gestion du Cameroun après l'indépendance, et ainsi de suite. Le président de la République est parfaitement conscient de cette situation, mais il est également conscient de ce qu'il y a d'autres nationalistes. Madame Ahidjo a demandé cela, les UPCistes ont demandé la réhabilitation, ainsi de suite, ainsi de suite. Le président de la République doit intégrer tous ces facteurs-là. Voyez-vous, il y a ceux de nos compatriotes qui ont donné de leur sang pour que nous accédions à l'indépendance et dont la mémoire n'a pas été réhabilitée et dont le corps se trouve aujourd'hui hors du Cameroun. C'est le cas de tel ou de tel, mais le président Ahidjo, pour avoir été le premier président et dont le corps se trouve, effectivement, son corps mérite d'être au chef de l'État, donc, le moment venu. De parcourir donc la liste. Can you allow me please to complete before you take the floor, please? Please, please. Donc, il appartient au chef de l'État de faire l'inventaire de tous ces cas-là. Et puis de procéder, parce que cela contribuera donc, cela fera partie des monuments historiques qui permettront au président de la République d'entrer dans l'histoire par la grande porte. Monsieur le ministre, j'aimerais que vous précisez votre pensée. Est-ce que vous êtes favorable au rapatriement de la dépouille du président Amadou Ahidjo et l'organisation des obsèques dignes d'un chef d'État qu'il a été pour le Cameroun? Monsieur, je n'ai absolument rien contre. Je n'ai absolument rien contre. Absolument rien. Tout au contraire. Mais j'ai dit aujourd'hui que le président de la République a la responsabilité d'être juste et équitable dans ce processus inexorable, inévitable. C'est pour cette raison que je pense. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, je ne suis pas dans le secret du chef de l'État, mais le connaissant comme homme d'honneur, soucieux donc de son image
qui sera jugé par l'histoire. Il prendra donc toutes les mesures pour que tout ce dont le corps réside aujourd'hui à l'extérieur soit rapatrié, compris le corps du président Aïdjo. Cela fait une trentaine d'années que cette famille attend cette décision du président de la République du Cameroun et d'autres familles des nationalistes dont vous avez fait mention dans vos propos. Comment expliquer que cela prend autant de temps pour cette mémoire collective, pour ceux qui se sont battus dans ce pays? Écoutez, après, les gens disent que c'est Issa Kiloma qui est ingrat. Aïe, tu as donné le pouvoir à Paul Biya. Non. Voilà le corps. Ici au Sénégal, le corps de sa fille, de sa femme. Au Sénégal, le corps de sa fille, au Sénégal. Et il y a des zinzins qui se lèvent dans les bruneux huitièmes. Issa Kiloma, c'est un paralysien, un ingrat. It has not yet taken place. But I am convinced that day in, day out, it will take place. It is just a matter of time, giving time to the head of state because this falls within his responsibility. You see, he has been in power for close to 4 decades now. This is a problem. This is the problem of the nation. He is in power for 4 decades. And he's not been able to do this for 40 years. Decades now. He is there for 40 years, and this is the will of the people. This is the will of the people. Mais en attendant que le président de la République prenne cette initiative, monsieur le ministre Issa Kiloma, vous êtes originaire de Garoua. Lorsque vous y allez, et bientôt vous irez à Garoua dans le cadre de la campagne électorale pour les élections législatives et municipales à venir. Est-ce que vous n'êtes pas gêné? Est-ce que vous n'êtes pas embarrassé lorsque vous lisez dans le regard de ces populations qui attendent effectivement le retour du président Aïdjo et qui attendent également qu'un certain nombre de choses soient dites? Par exemple, sur toutes ces personnes qui, à l'occasion du putsch d'avril 84, ont été tuées, est-ce que quand vous lisez dans leur regard, vous n'êtes pas gêné, vous n'êtes pas embarrassé? Est-ce que vous ne dites pas que quelque chose doit être fait le plus tôt possible? Vous savez, vous procédez à une lecture émotionnelle. L'État a une âme, mais l'État est sans état d'âme. Le chef de l'État fixe des priorités pour la marche de sa nation, fixe des priorités. Vous me posez la question, je suis pas un de deux. Les populations, vous savez, Aïdjo était musulman. S'il faut appliquer le code de l'islam, le musulman est enterré là où il est tombé. Le musulman est enterré là où il est tombé. Donc, quand vous me posez la question de savoir si je regarde les yeux des autres, dans quel état d'esprit ils sont musulmans pour la plupart, au moins à Garoua, et pour eux, là où se trouve le président Aïdjo, il devait être enterré là-bas, conformément aux prescriptions, aux indications de l'islam. Mais je parle sous le contrôle des docteurs de l'islam. Je peux me tromper dans cette déclaration. Si tel était le cas, je m'en excuse. Mais Aïdjo, là où il se trouve, je vous prie de me croire qu'en tant que musulman, ça ne gêne aucun musulman. Mais maintenant, si on ramène le corps, si on amène le corps, ce corps va nous rappeler sa mémoire, toutes ses réalisations, nous les célébrerons et son corps sera donc enterré avec l'honneur, avec la dignité due à son rang. Monsieur le ministre, après avoir été libéré... D'abord là, nous arrêtons d'abord Issa Kiloma là, nous allons revenir à lui tout de suite. Voyez ici, il dit, le musulman, il a enterré là où il est tombé. Pourtant, Germaine Aïdjo a bien dit que son mari a toujours rêvé de venir reposer au pays. De venir reposer. Donc, si le musulman meurt dans la mer, on n'enlève pas le corps dans la mer, on l'enterre là-bas. Abdou Diouf a appelé Paul Biya. Et il lui a soumis le cas. Donc voilà Aïdjo qui est mort. Il faut que le corps vienne là-bas. Tout est prêt, nous, à notre niveau. Mais qu'est-ce que Paul Biya a fait? Paul Biya a dit à Diouf, je te rappelle. Il n'a jamais rappelé et Abdou Diouf a encore rappelé. C'est pour cela que le corps n'est pas rentré. Et on ne peut pas dire que Germaine Aïdjo, elle était quoi alors? Elle était musulmane? Germaine Aïdjo, elle était chrétienne.
qu'elle est enterrée au Sénégal. Bon, allez, on repart un peu avec Issa Chiroma. Comme vous sortez de prison. Je sors donc, j'arrive à Garoua. Écoutez, comment ça a coïncidé effectivement avec le vent de l'Est qui soufflait en rafale et puis qui a donc permis la naissance de la démocratie. Et je décide donc d'organiser la marche de libération à Garoua qui devait permettre à ceux de mes compagnons d'infortune qui étaient à Yoko de sortir. Pourquoi? Parce que la loi d'amnistie signée par le était de portée générale et inconditionnelle. Il se trouvait à la prison de Yoko et les autres étaient restés. Ma responsabilité donc, c'est de donner de la voix, organiser cette marche, quel que soit ce que cela aurait pu m'écouter. Et c'est ce que j'ai fait, et je ne regrette pas, et j'en suis très heureux. Bon, alors ça a coïncidé effectivement avec l'avènement de la démocratie. Vous avez organisé une marche à Garoua malgré les interdictions qui avaient été formulées à l'époque. Pourquoi vous vous êtes autant entêté, monsieur le ministre, à l'époque, en janvier 90? C'est le devoir, monsieur. C'est le devoir. Quand on est un homme d'honneur, on n'a peur de rien. Quand on a une responsabilité comme celle-là, on a peur de rien. Surtout, on a été, comment dirais-je, victime. On a été victime. Tous ceux que j'ai laissés en prison, ils attendaient beaucoup de moi. On ne sait pas. Vous savez, lorsque vous êtes assigné à résidence, surtout dans une prison comme Yoko, ce qui va vous arriver, personne ne sait. J'ai eu le privilège extraordinaire d'avoir été libéré. D'autres sont donc en prison. Mon devoir, c'est de me battre, quoi qu'il m'en coûterait, pour qu'ils sortent. C'est ce qui s'est passé. Voyez-vous, et puis les événements par lesquels nous sommes passés ont vidé de nous la notion de peur. Ça vous vide complètement de la notion de peur. Quel regard portez-vous sur le Cameroun à ce moment précis? Écoutez, ce qui nous préoccupait à ce moment-là, ce n'est pas l'état du Cameroun, mais c'était l'avènement, la possibilité qui était donnée aux Camerounais d'être aux commandes de leur existence dans la perspective d'une démocratie qui était en cours de construction. L'état du Cameroun est là, mais nous étions décidés donc à faire en sorte qu'un nouveau Cameroun émerge à la suite donc de tous les événements que vous connaissez. Pardon. Je vous en prie, monsieur le ministre. Alors, vous avez des relations avec Samuel Eboua et l'UNDP. Comment se nouent ces liens et comment est-ce que vous vous engagez au sein de cette formation politique? Oui, alors cette formation, pourquoi le président Eboua? Le président Eboua parce que lorsque le président national de l'UNDP avait annoncé la création de son parti, il était à Paris. Il apportait donc l'information à la connaissance de Mme Aïdjo. Mme Aïdjo, connaissant donc le président national de l'UNDP, a pensé qu'à la phase de création, il était indispensable de trouver un homme de qualité, un homme dont on ne peut pas douter des valeurs intrinsèques, ainsi de suite. Il fallait trouver donc cet homme pour lui demander, en attendant donc le retour du président national de l'UNDP, d'accepter de prendre la tête de l'UNDP, premièrement. Deuxièmement, le président Eboua, paix à son âme, dubitatif, a réinterrogé Mme Aïdjo, mais je parle sous son contrôle, pour dire que est-ce que les fils du Septentrion vont l'accepter pour qu'il préside donc aux destinées de ce grand parti en gestation en attendant. Alors, madame lui aurait dit que je vais m'en occuper. Madame Aïdjo appelle donc mon tuteur, paix à son âme, Tanko Hassan, et quelques autres quartiers pour leur demander d'apporter à M. Eboua le soutien dont il a besoin. Vous voyez, on était parti-baliste. Et comme le président Tanko était mon parrain, mon tuteur, chez qui je vivais tout au long de mon séjour à Douala et avec qui je m'entendais parfaitement bien, il m'a demandé donc un sudiste qui va gérer le parti créé au Grand Nord. Et d'accepter, parce que mon objectif était de créer un parti politique. Il se trouve malheureusement que je n'en avais pas les moyens. Je sortais de prison, je n'avais pas un copec, voyez-vous, mais ce n'est pas l'envie qui a manqué. Il se trouve malheureusement que je n'en avais pas. C'est donc pour ces raisons que quand le président Tanko m'a demandé de prendre ce train en marche, de participer à sa création, j'ai accepté. Et du coup, pour faire court, j'étais à la fois
secrétaire politique de ce parti et secrétaire national à l'organisation. Toute chose qui me convenait très bien, puisque j'ai toujours été politique au cours de ma formation universitaire en France, comme à mon retour au Cameroun. Bon. Mesdames et messieurs, en écoutant Issa Chiluma, bien évidemment, vous allez constater avec moi que il vous refait l'histoire. Une histoire douloureuse. Mais comment a-t-il pu faire pour quitter de la prison et aller faire des incantations pour Paul Biya? Comment a-t-il fait, lui qui avait la confiance de Madame Ahidjo, qui était à côté de Samuel Eboa? Comment a-t-il fait pour se retrouver dans un régime qui l'a torturé? Mesdames et messieurs, c'est là où commence donc bientôt le film.